Donc merci à tous d'être ici. Donc en fait, je vais défiler un peu mon speech, mais je vais aussi parler. Euh, Si ça marche, la télécommande est nouvelle et il faut la brancher en fait. Ça commence bien. Hop là. Ok. Donc, on va commencer d'abord un préambule, un peu vous présenter très rapidement qui je suis, histoire de savoir qui vous parle. Ensuite, nous verrons pourquoi cette conférence, voilà, pourquoi je me suis dit, tiens, je vais vous parler un peu de sociologie aujourd'hui. Et aussi les limites de ce que je vais vous raconter, parce que ça va être impossible de tout expliquer dans l'heure qui suit là. Mais donc il y aura des frustrations un peu peut-être, ou des limites voilà, de ce que je vais vous raconter. Mais après, n'hésitez pas à vous documenter, à aller voir plus loin, ou vérifier même mes sources, parce que j'ai pas vocation à tout savoir, loin de là. Donc voilà, mon petit cursus très rapide, voilà, donc je vous ai compris, je suis français. Donc j'ai une formation universitaire en informatique, mais surtout autodidacte. Depuis une quinzaine d'années, je m'amuse à faire pas mal de hacking. J'ai un master donc en recherche en sociologie et en philosophie de Paris. Également un MBA, donc c'est une formation en intelligence économique, donc tout ce qui est l'aide à la décision stratégique, renseignement, de l'école de guerre économique, qui est une formation française qui mélange à la fois l'armée et le public. Et j'ai des publications donc dans des revues françaises, donc la revue de défense nationale, de l'école de guerre économique, ce que j'ai appelé EGE, MISC, qui est une revue scientifique française assez appréciée. J'enseigne aussi dans des écoles d'ingénieurs ou des formations hautes sur l'hygiène informationnelle, le cybercrime, tout ce qui est pentest. Et donc je suis actuellement voilà consultant senior à Sogeti, où je suis à la fois manager et consultant, où je gère une équipe de 18 personnes sur tout ce qui est pentest, donc aussi Strat Intel, Orga, et puis des 0D le dimanche quand je m'ennuie. Voilà. Et je suis aussi également secrétaire d'une association française qui s'appelle RTFM, qui réunit 1000 personnes sur notre serveur Discord. On fait un event, pas aussi grand que le Hackfest, une fois par an à Paris. Et on fait aussi des meets voilà, sur Paris, si un jour vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Et je gère aussi une communauté Discord qui réunit à peu près 1000 personnes, qui s'appelle OSINTFR, et qui est spécialisée sur ce sujet-là, et on échange des actualités, des techniques, des outils. Donc on peut nous retrouver sur Discord, voilà, n'hésitez, enfin je pourrais vous donner les informations si ça vous intéresse après la conférence. Voilà, donc pourquoi cette conférence? Donc voilà, j'ai mis ce célèbre dessin qui résume un peu tout l'intérêt de l'OSINT. À part stalker votre petit ami, ça peut servir aussi à pas mal de choses liées à la Sécu. Donc j'aimerais initier un mouvement en fait, bon alors qu'il a déjà été initié par d'autres aussi, mais le fait de avoir une approche transversale, ne pas dire voilà ça se limite qu'à l'infosec, ça se limite que enfin on fait de l'informatique, les autres savoirs ça ne sert à rien, on voit pas trop l'utilité, etc. On va voir que la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, etc. peuvent apporter des vrais plus lorsque vous faites des missions en sécurité et ou même dans votre vie de tous les jours. Voilà, donc comme je disais, voilà, mes connaissances sont relatives, donc je ne sais pas tout, mais n'hésitez pas à la fin de me poser des questions. J'essaierai d'y répondre tant que possible, ou même après la conf, si vous voulez discuter. Je suis toujours ouvert au débat et à la discussion, c'est toujours intéressant. Et on sous-estime, voilà, comme je disais, les sciences humaines, qui sont une vraie arme de savoir, en fait, et qui peuvent être, en étant axées à la sécurité, ou des maths, ou de la physique, ou plein d'autres savoirs, être relativement efficaces. Et voilà, tenter de déconstruire les idées reçues, parce que la sociologie a tendance des fois à enfoncer des portes ouvertes, dire voilà, par exemple, je sais pas, les gens très riches réussissent mieux. On se dit ah c'est évident, oui, d'accord, mais pourquoi, pourquoi il y a ce genre de choses, pour comment les mécanismes et les lois sociales se créent. Ça peut être très intéressant et on essaiera voilà de détruire aussi certains concepts. Donc les limites, voilà. Voilà, c'est pas des mathématiques les sciences humaines. Allez pas croire que parce qu'on vous dit une loi sociale, par exemple, je sais pas, je vais prendre des exemples à chaque fois qui sont français. Hein, je suis désolé pour ça parce que j'ai pas un savoir assez large sur le Canada pour pouvoir dire, mais j'imagine que des sociologues canadiens ont travaillé aussi là-dessus. Voilà, quand on établit une loi sociale, on peut pas dire, il y a toujours des exceptions.
Là, je vais vous présenter un sociologue français qui s'appelle Bourdieu. Tout son principe repose sur la reproduction sociale, le fait que les gens naissent dans un milieu social et se reproduisent et sont déterminés quelque part par rapport à leur goût, leurs affects, les choix musicaux, les amis qu'ils vont voir, les choses qu'ils vont faire, sont déterminés socialement. Mais lui était fils de berger et normalement il n'aurait pas dû finir. Il a fini grand professeur au Collège de France, qui est l'organisme le plus reconnu dans le savoir français académique. Normalement, il n'aurait jamais dû finir comme ça. Donc, il était l'exception de sa propre règle, et il y a plein de règles comme ça qui ont des exceptions. C'est pas possible de mathématiser totalement le vivant. Donc, je me base sur des textes qui commencent à dater, qui datent des années 70, mais qui restent furieusement actuels par rapport à ce qu'on peut y découvrir. Et pourquoi la sociologie existe, au départ, c'est fait pour, en tout cas en France, ça a été fait pour aider les décideurs politiques à mieux comprendre la société et faire les meilleurs choix et les orientations. Par exemple, la plus grande étude qui a été au début du XXe siècle, c'est Durkheim, qui a écrit sur le suicide. On pensait que avant les gens se suicidaient parce que voilà, alors il y avait peut-être un gène du suicide, il y avait peut-être des gens naissaient et puis dans une famille où ça buvait beaucoup, donc ils vont finir par se suicider. En fait, non, en fait, on apprend qu'il y a un apprentissage, il y a des contextes, on se suicide plus l'hiver que l'été. Enfin, il y a plein il y a des régions où les gens se suicident plus parce qu'un contexte économique sont difficiles. Enfin, voilà, mais c'est pas des explications, voilà. Enfin, alors, il y a des usages détournés aussi. La sociologie, on en verra pas trop. On pourrait en voir plus, beaucoup plus, mais après, c'est à vous de faire la démarche d'aller chercher de l'information. Vous savez, à mon avis, bien en chercher. Et voilà, donc je donnerai des applications sur l'ingénierie sociale et sur le ZINT, mais ça sera pas un tuto sur le ZINT. Je vais pas vous dire, voilà, vous commencez là, et puis, enfin, c'est pas un tuto. Enfin, il y a des bouquins, je pense, par exemple, l'ouvrage de Kevin Mitnick, L'art de la supercherie, etc., qui sont un peu des tutos sur des situations, etc. On verra. Mais voilà, je parle pas de techniques de manipulation pure à la sauce Smith ou sans souci, s'il y en a qui connaissent, ce sont des techniques sur lesquelles on peut manipuler quelqu'un. Donc, en l'occurrence, là, dans la méthode sans souci, il y a la solitude, l'argent, la nouveauté, le sexe, l'orgueil, l'utilité, la contrainte, l'idéologie et la suffisance. Donc tout ça, alors c'est très utilisé par les services de renseignement, mais c'est pas ça que je vais aborder, moi. Je vais vraiment vous parler de sociaux purs. Mais après, voilà, vous pouvez toujours vous documenter là-dessus si vous voulez mettre la pression à quelqu'un. Et voilà, comme je disais, je me focaliserai essentiellement sur la sociologie de la culture, et particulièrement sur un de ses grands penseurs, Pierre Bourdieu. Et on ne pourra pas étudier tous les champs de la sociologie. Alors, il y a la psychosociologie, c'est un croisement de psychosociologie. Par exemple, dans un groupe de 5 personnes, vous en avez un dominant, un dominé, 2 suiveurs. Enfin, il y a des groupes il y a des champs comme ça. Il y a la sociologie des religions, la sociologie des cultures. Enfin, on peut appliquer ça, la sociologie, à plein de champs. Là, moi, je vais me faire la sociologie de la culture déjà, et c'est déjà un beau morceau. Donc Pierre Bourdieu, bon, c'est pas la meilleure photo de lui que j'ai trouvée, mais je vous épargne tout Wikipédia, parce que je pense que vous êtes assez grand pour lire Wikipédia. Donc, il est mort en 2002. Voilà, il aurait été philosophe, parce qu'au départ, la sociologie, on étudiait en master spécialisé à partir de la 4e année d'études. Au départ, on était philosophe, et puis après, on faisait de la sociologie. Professeur, donc, comme j'ai dit, au Collège de France, qui est académiquement la chose la plus reconnue. Et donc, voilà, sur une pensée marxiste. Alors tout de suite, on pense, voilà, pensée marxiste, que voilà, c'est les gars avec les chapkas et tout ça. Non, mais en fait, Marx a tout pris à Hegel, et en fait, c'est sous la logique dominant-dominé. En fait, il pense que dans le champ social des individus, en fait, dans la société, il y a des gens qui sont dominants, mais alors ça veut pas dire qu'ils écrasent les gens, ça veut dire qu'ils présentent qu'est-ce que c'est réussir dans la société. On a tous une image de quelqu'un qui réussit. Et donc, cette image qui réussit, elle correspond à des groupes sociaux. On voit un gars qui dort dehors, on va pas dire, tiens, il ressemble il a pas réussi. Je dis des trucs, ça peut être choquant un peu, mais en fait, c'est pour amener une réflexion derrière. Hein. Voilà. Et donc, et même dans les groupes dominants, il y a des groupes dominés et dominants. Par exemple, un patron d'entreprise, généralement, a fait pas autant d'études qu'un docteur en économie. Donc, il est lui-même dominant économiquement, mais il est dominé culturellement. Je vais avancer un peu plus là-dessus. Mais donc voilà, différents champs l'ont intéressé. Donc la télévision, où il a montré qu'on pouvait pas transmettre de la connaissance par la télévision.
parce que le format est trop court, tout ça. Enfin, je vous épargne tous les détails. L'opinion publique, où il dit que en fait, les sondages d'opinion, on peut pas, ça n'existe pas. Enfin, on peut pas, tout le monde ne peut pas penser ne peut pas penser une question. Des avis divergent, etc. Tout le monde n'est pas capable de forger une opinion construite. Tous les avis ne se valent pas. Par exemple, si je devais demander une question, je sais pas, sur le meilleur façon d'administrer un serveur, je pense qu'ici, il y a pas mal d'avis éclairés, mais si je demande à quelqu'un dans la rue, peut-être son avis vaudra peut-être un peu moins. Enfin bref. L'objectivité des chercheurs en sciences sociales, en sciences, il a montré que, en fait, voilà, qu'on pense être la science qui est neutre, en fait, est le résultat de groupes sociaux. Un chercheur qui est pas très aimé dans son labo de recherche, peut-être on mettra moins en avant ses recherches, ou il aura moins de financement parce qu'il n'est pas copain, ou parce qu'il va pas aux soirées le soir avec ses collègues. Enfin voilà, faut pas croire que le savoir est neutre comme ça et issu de plein de bonne volonté. Et la domination masculine avec tout ce qui est sur le genre, etc. Bon, ça, je vous épargne aussi tout le détail. Nous penchons sur celui de cette théorie, voilà, déterministe de la culture, des goûts et des identités. Donc, il montre que voilà, il y a une détermination par rapport aux groupes sociaux dans lesquels on est, sur la culture, les goûts et l'identité. Donc à partir de ça, je vais vous montrer les petits schémas et tout, parce que en fait, il a fait l'intégralité de ses bouquins sur des statistiques. Alors à l'époque, c'était pas avec Excel, hein, donc c'était plus papier et main et voilà. Mais il a beaucoup, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, il a été l'exception de sa propre loi. Il était fils de berger, il aurait dû finir berger normalement. Et il a utilisé énormément des méthodes statistiques, voilà, sans ordinateur. Voilà, c'est les petits ouvrages sur lesquels je me base. Je vais pas vous les relire, mais c'est juste pour un titre informatif, savoir que ça existe. De toute façon, il y a tout. Vous tapez Pure Audio sur Wikipédia, vous avez tout le truc. Mais voilà, c'est surtout sur le bouquin Les héritiers et la distinction sur lequel je me base. Donc voilà, en quelques minutes chrono, je vais vous présenter toute la pensée bourdieusienne. Les groupes sociaux, donc les classes sociales, voilà, dominants ou dominés. J'ai mis se distinguent des groupes sociaux qui composent la société à l'aide d'eux. Donc il y a différents trucs. Leur identité. Donc ils ont défini, un groupe social définit ce que c'est être dans le groupe. Hein, par exemple, je sais pas, les gens qui sont bouchers, ils ont une façon de parler de la viande, d'accord. Ils ont une identité propre à leur travail. Leur goût, ils vont avoir des choix, aimer des choses plus que d'autres, etc. Par exemple, si j'étais fan de black metal et que je débarque habillé en rasta, tout de suite le groupe va me dire mais enfin t'as pas les mêmes goûts que nous quoi. Leur manière d'être ou agir, ce que lui appelle habitus, donc des façons de parler, de communiquer, d'être, leur code, leurs normes. Donc bon, ça se peut se regrouper aussi, hein, voilà. Leurs références, leur histoire et leur déviance. Parce que chaque groupe social a un groupe qu'il ne considère pas comme étant qui lui est opposé, en fait. Et donc, c'est ce qui permet de délimiter le groupe social. C'est parce qu'il a des limites, parce qu'en fait, il a un extérieur, il a un autre, il a une altérité. D'accord? Et donc, il y a 4 capitaux, en fait, donc ce que vous détenez, en fait, qui vous définissent sur l'échiquier social, en fait, selon Bourdieu. En fixant les catégories socio-professionnelles. Et comme je dis bien, ce sont pas des maths. Il y a toujours une exception. On connaît toujours quelqu'un qui a réussi, mais il avait aucune chance de réussir. Mais concrètement, voilà, c'est ces capitaux-là. Donc les capitales culturelles, ce qui peut être aussi le capital, ce qu'on sait, le savoir aussi technique que vous possédez, parce que qui avait un ordinateur dans les années 70, etc., enfin, qui pouvait s'acheter un ordinateur maintenant, tout le monde a un ordinateur. Mais par exemple, les gens qui ont un ordinateur dans les années 70, c'était des gens déjà qui étaient un peu plus fortunés que d'autres. Le capital économique, ce que vous possédez, ce que vous pouvez acheter, alors c'est pas que des biens financiers, hein, ça peut être une maison, ça peut être plein de choses. Le capital social, donc le réseau que vous avez, les gens que vous connaissez, voilà, votre réseau. Et le capital symbolique, qui valide un certain prestige social, et donc en fait c'est les règles, les normes et qui sont pas inscrites. Mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vient et qui connaît pas les règles de comment on boit le thé, par exemple, avec plein de gens qui boivent du thé, va tout de suite on va toujours tout de suite le repérer comme ayant un capital symbolique faible dans la culture de savoir boire le thé.
Donc, ces 4 capitaux, en fait, vous définissent sur l'échiquier social et permettent, après, on va voir, d'anticiper pas mal de choses. Donc, l'espace des positions sociales, voilà. Donc, ça, c'est un extrait du bouquin. Donc, alors, pour le commenter rapidement, donc, comme je disais, voilà, il y a des classes dominantes, il y a des classes dominées qui sont en dessous. Mais en fait, même dans les classes dominantes, il y a des dominés et des dominants. D'accord. Alors là, ça reprend le capital culturel et le volume capital global. Donc, alors comme j'ai dit, hein, voilà, c'est propre à la France, mais je pense que ça marche dans pas mal de cultures et de pays. Et puis après, je pense que des sociologues ont dû mettre à jour certaines choses. Et donc, on voit, voilà, le chef d'entreprise, voilà, généralement, il a fait des écoles de commerce, pas des études universitaires où, voilà, enfin, on lit beaucoup de livres. Donc, mais il a fait des études quand même, donc il est assez élevé. Le cadre privé qui est en dessous, voilà, les professions artistiques qui ont un capital culturel élevé, mais qui sont pas forcément dans les économiques les plus forts. Donc voilà, après, chacun peut voir les différents groupes. Je pense pas que je vais rester 5 minutes là-dessus, mais voilà, c'est juste pour vous illustrer, et ça va servir pour la suite. Donc si vous êtes déjà demandé, voilà, pourquoi j'aime ce style de musique, pourquoi je suis ami avec un tel ou un tel, alors certains pourront dire oui, il y a du hasard aussi. Heureusement, il y a du hasard. Hein. Sinon tout serait déterminé. On se lève le matin, on sait exactement là où on finit. Enfin, ça sert à rien. Pourquoi les fils de profs réussissent mieux à l'école? Pourquoi le sport est aussi populaire auprès de ces gens alors que moi ça m'intéresse pas du tout? Pourquoi les gens riches préfèrent le vin ou le cognac? Je sais pas ce qui est pour ici, mais en tout cas en France c'est ça. Et les gens d'origine plus populaire, la bière. Euh, Pourquoi certaines personnes sont insensibles à l'art, au beau? Souvent on dit voilà, regarde comme c'est beau. Moi ça me fait rien, jamais. Et c'est parce qu'en fait ils ont eu des apprentissages, on a appris socialement à aimer. Par exemple en les amenant au musée très jeunes, en leur faisant lire des livres d'art, parce qu'à la maison il y a une bibliothèque, voilà. Enfin c'est pas parce que le beau n'est pas, on n'est pas avec une vision du beau. Hein. Pourquoi certains préfèrent aller au musée, d'autres au foot? C'est un choix. Pourquoi les enfants de riches font plus d'études que les gens pauvres malgré notre égalité de chance dans les études? Parce que en tout cas en France c'est comme ça. On nous dit souvent l'école, l'université, etc. C'est un ascenseur social. On est tous égaux face aux études et on se rend bien compte statistiquement que les gens qui sont issus de milieux plus riches réussissent mieux que les gens qui sont issus de milieux plus pauvres. Alors que normalement on est censés tous être à égalité. Donc il y a bien un problème. Voilà. Bref, pourquoi les gens font des choix, des goûts ou n'aiment pas certaines choses? Donc voilà, Bourdieu répond par l'habitus. L'habitus, donc on retrouve ces capitales et ces notions de capitaux, pardon. Et donc c'est ça qui va vraiment déterminer ensuite comment les choses s'orientent. Donc il y a beaucoup de théories. Hein. Après on viendra plus à la pratique, voilà. Mais c'est important de savoir d'avoir des bases théoriques pour comprendre la pratique. Donc c'est bien notre milieu social primaire, la famille, et sa catégorie sociale qui détermine d'abord de qui l'on vient. D'accord? Et comme j'ai dit, bien sûr, on est soumis à des rencontres, des ça, mais qui on va rencontrer? On va rencontrer des gens qui sont dans la même école que nous. Si on est dans une école privée, par exemple en France, je sais pas ce qu'il y a ici, mais il y a des écoles privées, donc on va rencontrer des fils qui ont pu payer l'école privée aussi. Et donc on va dire ah, mais c'est les amis que j'ai rencontrés à l'école, enfin il y avait pas, c'est du hasard. Mais non, en fait, ça a été aussi déterminé, voilà. Souvent on dit voilà le monde est petit, mais en fait c'est parce qu'on fait les mêmes choses. Hein. Voilà. Et donc ça c'est ce que j'ai extrait voilà du bouquin de la distinction. Et donc voilà, ça c'est un peu, alors c'est bien qu'il ressorte bien. Je sais pas si on le voit bien au fond, mais bon, sinon au pire, voilà, je transmettrai les slides de toute façon. En fait, Bourdieu a défini pour tous les types de catégories socio-professionnelles des habitus, qui sont des pratiques culturelles. Et en fait, alors on peut se retrouver dedans. Alors ça date des années 70 et c'est en France, hein, donc voilà, il y a des choses qui demandent à être mises à jour et autres. Hein. Mais on voit bien, voilà, le musée est plutôt une pratique des cadres ou des professeurs, plutôt que la télévision, qui est plus une pratique d'ouvriers, de contremaîtres ou d'ouvriers spécialisés. D'accord? Et donc ces différents habitus, ces différentes pratiques peuvent, en fait, on peut anticiper. Enfin, dis-moi ce que tu aimes, en gros, et je te dirai où tu te situes sociologiquement. Et l'inverse est possible aussi. Dis-moi où tu te situes sociologiquement et je te dirai ce que tu aimes. D'accord? Donc voilà, il y a des magazines, il y a des styles de musique, il y a des... Mais heureusement, tout le monde n'est pas... Enfin, on n'est pas... C'est un modèle théorique.
hein, je le redis. Et donc, heureusement, on n'est pas enfermé dans des déterminismes à vie. Hein. Hop. Donc, il est si possible, par exemple, voilà, de déterminer un niveau scolaire approximatif d'un individu grâce à son prénom. Alors, ça peut paraître bizarre, mais par exemple, il y a un sociologue français, là, dont je mets l'URL ici, en fait, qui s'est amusé à prendre les résultats du bac depuis 8 ans, et il prend tous les prénoms, et il montre, en fait, que les résultats du bac sont déterminés en fonction du prénom, ou inversement. Alors, pourquoi? Parce que, par exemple, quelqu'un qui va prendre qui va nommer son enfant en ayant comme référence un joueur de foot, ou un acteur de série télé, ça sera pas forcément le même groupe social que celui qui prend un auteur de poésie ou de peinture, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc résultat, voilà, enfin vous pouvez voir, c'est assez marrant. Bon alors ça marche, enfin c'est pour la France, hein. Mais on voit voilà, pareil les prénoms à consonance étrangère réussissent moins bien que, alors c'est pas parce que ils s'appellent Mohamed ou autre, etc. qu'ils réussissent moins bien. C'est parce qu'en fait ils ont des groupes sociaux. Et après, quand on a ces données-là, c'est essayer de faire en mieux d'avoir une société égalitaire derrière. C'est le but de la sociologie, hein. C'est pas d'enfoncer les gens. Mais donc voilà, les résultats des bacs en fonction des donc ça veut dire que quand quelqu'un en France me donne son prénom, je peux potentiellement savoir où il se situe dans l'échiquier social. De savoir quel type d'individu nous parle, voilà, en fonction de sa maîtrise du français, donc c'est-à-dire le capital symbolique, hein, parce qu'il y a tout le monde parle français, mais après il y a différentes façons de le parler. Hein, celui de la rue, c'est pas le même que dans les grands que dans l'Assemblée ou le Sénat. Mais voilà, quel type de film ou de musique il pourra aimer en fonction de sa maîtrise du français, parce que ça va le situer sur son échiquier social. Hein, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Hein, donc, je sais pas si vous connaissez un peu tout ce qui est lexicométrie ou analyse des champs lexicaux. En fait, où on peut catégoriser des discours, on analyse des discours, et en fait, on peut en déterminer, voilà, pas mal d'informations sur la personne. Et de faire agir quelqu'un en le dominant par la violence symbolique du langage et des habitus, par exemple. Donc, après, on viendra pile pour l'ingénierie sociale, mais c'est juste pour un exemple. Une secrétaire, à part son métier, voilà, j'ai dit davantage d'habitude de remplir des formulaires. Donc elle va être plus sensible à du phishing par rapport à quelqu'un qui est, par exemple, qui est dans le bâtiment, d'accord, qui a moins l'habitude de remplir des formulaires. Ça crée des habitus en fait. Ça crée des chaînes de pensée en fait, notre travail, notre milieu social. Et il pourra voilà, il obéira plus facilement à des ordres formulés d'une certaine façon. Par exemple, via téléphone, vous lui dites il est mandatory de remplir as soon as possible le formulaire contenant les accès de votre mail. Elle sera plus susceptible de remplir ça si c'est dit d'une façon qui correspond au langage de l'entreprise. Alors que si vous lui parlez comme quelqu'un de la rue, elle se dira mais pourquoi il me parle comme ça? Il y a des symboles, une logique symbolique qui n'est pas la même. Et on peut aussi, voilà, de prédire la réussite ou le succès d'un couple. Alors, il y a American Express qui était assez fier, il y a quelques années, de dire qu'il pouvait anticiper des divorces, alors je crois que c'était 6 mois, 1 an avant, en fonction des achats des gens. Si vous achetez régulièrement des fleurs à votre blonde, et que d'un coup, il n'y a plus rien, American Express anticipe. De devenir professionnel chez un enfant, comme j'ai dit avec le bac, par exemple, on peut savoir s'il va réussir plus ou moins en fonction de son prénom, par rapport à qui il est, etc. Et aussi, voilà, d'une attaque de phishing par mail, par exemple, de prédire à peu près quel sera le success rate pour une attaque. Alors voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit pour relativiser, parce que voilà, je vous dis, voilà, tout est écrit, tout est déterminé, machin, etc. Et je veux bien relativiser ça. Il y a autant de réalité que d'individus. Hein. Et donc les mots sont performateurs du réel, c'est-à-dire que les mots créent une réalité. D'accord? C'est par exemple, si je vous parle, je sais pas, de l'Islande, d'accord? Tout le monde là dans la salle a une représentation de l'Islande, d'accord? Mais tout le monde, et si je demande à tout le monde d'écrire sur un papier, il y aura autant de visions et de versions différentes de ce que c'est l'Islande qu'il y a d'individus dans la salle. Donc en fait, ces réalités multiples se catégorisent grâce à la sociologie et permettent d'y mettre un peu plus de sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut enfermer la réalité dans des mathématiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Et bon, j'ai un peu extrapolé, mais oui, la maîtrise des sciences sociales et leurs lois rend alors possible de prévoir une orientation potentielle
de ces réalités multiples, de savoir à peu près, voilà, suivant qui vous êtes, vous allez penser à l'Islande de telle façon à peu près. Parce que vous avez plus de chances d'avoir voyagé, parce que vous avez plus de chances d'avoir lu des livres, ou parce que, voilà, enfin, par rapport au parcours, mais par rapport à la catégorie sociale aussi. Et donc, oui, j'avais mis entre parenthèses, voilà, enfin, quand on dit les mots sont performateurs du réel, ça vient de la philosophie indienne. Ça, souvent, on dit la culture européenne vient des latins et des grecs, mais les latins et les grecs se sont tout piqués à l'Inde. Si vous faites de tout ce qui est étude des mots, en fait, on parle de langage indo-européen quand on parle de langue, parce qu'en fait, la philosophie indienne, c'est elle qui a donné ça. Et voilà. Enfin, je vais pas trop extrapoler là-dedans, parce que sinon... et donc oui, nous sommes toujours déterminés, mais il y a toujours des échappatoires. Hein, et puis plus vous connaissez les règles sociales, plus vous pouvez jouer avec, plus vous pouvez leur orienter les choses comme vous voulez. Et sinon, oui, voilà, sinon il faut avouer, la société serait bien triste, tout serait prévisible. On vivrait, toi tu nais comme ça, donc tu vas finir comme ça, et tu feras, voilà. Heureusement, on peut se détacher de ça, mais il faut, voilà, il y aura plus de création technique ou artistique, il y aurait plus d'innovation si tout était écrit. Et donc, souvent, on parle de sociologie, anthropologie, psychologie. On dit en France, en tout cas, on appelle ça les sciences molles. Et à la place, et les mathématiques, la physique, se sont dit des sciences dures, d'accord. Et alors, faut oublier que l'anthropologie, au départ, c'est la recherche de l'universalité, c'est-à-dire c'est comparer les sociétés entre elles pour savoir ce qu'il y a de commun entre l'être humain. Et pour l'instant, ils n'ont jamais trouvé, voilà. Parce que voilà, on pourra en discuter très longuement avec un café. Mais voilà, ça fournit des savoirs essentiels à de bons scientifiques et pour une compréhension de la société dans son ensemble, de ses actes, de lui-même. Et tous les grands scientifiques, je pense à Descartes ou des gens qui sont très connus scientifiquement, etc., ont fait, avant, dans leur éducation, faisaient ce qu'on appelait leur humanité. On leur apprenait le latin, le grec, la philosophie. Bon, pas de sociologie à l'époque, mais enfin, ce qui y ressemblait. Et en fait, on a tendance actuellement de détacher et de séparer les savoirs et les connaissances, de dire voilà, tu fais de l'informatique, donc toi, ce qui t'intéresse, c'est que le code. Non, en fait, il y a pas mal de choses qui pourraient vous aider à... Plus vous aurez de connaissances, plus vous serez meilleur acteur sur votre vie. C'est pas des conseils de vie hein, que je donne, mais c'est voilà. Bon, allez, on va partir à plus concret, ok. Parce que là, j'ai fait pas mal de théorique, j'ai réussi à pas endormir tout le monde. Donc, sur un plan technique, pure ingénierie sociale, ok. Voilà, donc il faut se documenter avant de réaliser une attaque, se documenter sur la psychosociologie, par exemple, de sociologie des groupes, répartition des acteurs. Par exemple, si vous vous attaquez à un groupe de 5 personnes, il faut savoir que les rôles, majoritairement chez les personnes, se répartissent de telle façon. Pareil, si vous intéressez, par exemple, à des groupes, vous faites de l'ingénierie sociale pour infiltrer des groupes, voilà, bourgeoisie, ouvriers, etc. Enfin, suivant les groupes sociaux que vous voulez infiltrer ou faire agir, vous pouvez voilà, étudier de la sociologie et voir voilà, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs pratiques, quelles sont leurs façons de communiquer. Par exemple, j'avais beaucoup étudié tout ce qui était lié à Daesh. Par exemple, ils n'utilisent pas, vous connaissez tous Pastebin, j'imagine. Eux, ils utilisent justpast.it. Et voilà, enfin, ils ont des pratiques, ils ont des façons de parler aussi, ils ont des façons de communiquer et autres qui sont propres à leurs groupes sociaux. Donc, plus vous étudiez comment ils fonctionnent, plus quand vous irez attaquer ou vous serez confronté à l'ingénierie sociale ou autre, ou même pour entrer dans un hôtel ou autre, faut savoir comment les gens parlent dans un hôtel, quoi. Et voilà, ça c'est un conseil perso. Alors souvent on nous dit voilà, quand vous faites une attaque par un génie social, c'est très 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 utilisé par exemple dans tout ce qui est call center pour vous faire acheter des trucs. C'est l'attaque en arbre. Donc on vous dit voilà, vous commencez ici là en bas et puis si la personne dit oui, dit non et puis après vous passez, vous remontez, vous remontez, vous remontez et puis à la fin, de toute façon ils arrivent toujours au même but. Bon, moi je ne conseille pas ça. C'est bien pour débuter, pour si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous voulez vraiment, comment dire, si vous savez pas vraiment où vous allez, quoi. Mais si vous avez
vous avez préparé votre attaque et vous savez qui va vous parler et comment il va vous parler, il y a des choses plus rigolotes. Donc, pourquoi, voilà, c'est vite se bloquer face à l'inconnu. Par exemple, vous avez prévu la réponse A, B, C, et puis là, d'un coup, la personne vous donne la réponse D. Bon, voilà, ça peut faire bloquer la personne. Et aussi, en fait, il faut plutôt se faire un tracé de manipulation, en fait, une ligne directrice. Par exemple, mon objectif, c'est, voilà, enfin, comment dire. Par exemple, excusez-moi. L'exercice intéressant pour se faire une idée du tracé, voilà, des manipulations, si on n'est pas sûr de soi, si on débute, c'est ce que j'ai dit. Mais en utilisant les constatations des sciences sociales, par exemple, le don contre don, c'est Marcel Mauss, c'est un anthropologue qui a théorisé le don et le contre-don et qui montre que quand on donne quelque chose, généralement la personne a envie de donner aussi. C'est une technique, par exemple, qui est utilisée chez les serveurs dans les restaurants. Par exemple, s'il vous touche le bras, il y a un contact physique, donc résultat, en fait, il a l'impression qu'il vous donne quelque chose et ça vous donne à donner plus de pourboire, d'accord? Enfin, c'est des stratégies comme ça. Alors, il le fait pas forcément consciemment. Hein, il s'est pas dit, voilà. Mais il y a des techniques qui vous permettent. Et avec Bourdieu, on peut justement établir des techniques de manipulation plus efficaces, puisque vous savez à peu près dans quelle catégorie socio-professionnelle se situe la personne, et donc qu'est-ce qui serait plus susceptible de l'intéresser ou d'aimer ou d'interagir avec. Donc, vous faites une vraie personnalisation. Alors voilà, c'est un exemple. C'est pas le meilleur, hein, comme j'ai dit. On cherche à obtenir le password de quelqu'un. On peut se faire passer pour un service technique standard et poser une série de questions qui mèneront, il y a ça dans Kevin Mitnick, hein, qui vous dit, voilà, vous répondez A, répondez B, et puis le but c'est de l'amener justement à la fin, on lui demande le password. Problème, c'est si voilà, s'il y a une question qui trouve louche, ou s'il vous répond d'une façon imprévue, là, en fait, tout votre petit plan part en morceaux. Alors que si on garde à l'esprit qu'on veut le password, on analyse la cible, par exemple, elle est ingénieur informaticien et charge du travail. J'ai pris au hasard. On lui propose de créer un compte d'un cabinet de recrutement pour lui offrir un petit cadeau, un PDF vérolé, par exemple. D'accord? Parce qu'on sait contextuellement ce que la personne cherche et veut et comment elle va réfléchir. Elle aura plus tendance, justement, à lire le mail et à remplir le PDF que voilà, si elle est un ouvrier dans le bâtiment qui est moins habitué à recevoir des formulaires par mail et plus des formats papier ou des choses comme ça. Et donc, résultat, voilà, vous contextualisez votre attaque et vous la rendez personnelle. Et la sociologie, justement, vous aide vous donne des armes pour ça. Voilà. Et si on veut discuter aux int purs, alors on peut utiliser les sciences sociales pour trouver des mots-clés innovants, voilà, ou liés à un habitus pour cibler certains groupes socio-culturels. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a combien de mots pour désigner l'argent ou la police? En tout cas, en France, il y en a plein. Et c'est pas les mêmes groupes sociaux. C'est, par exemple, les jeunes utilisent certains mots, les plus âgés ou les gens plus cultivés utilisent des mots. Et donc, en fait, suivant qui vous catégorisez et qui vous ciblez dans vos attaques, plus vous aurez de connaissances, plus vous pourrez... Enfin, je dis attaque, c'est de l'OSINT. Mais, comment dire, par exemple, je faisais de la recherche sur une personne qui était en Afrique et qui était administrateur de pas mal de sites, d'accord? Et en fait, j'ai trouvé une page avec son pseudo, et en fait, la personne se décrivait et faisait un peu de trading Bitcoin, etc., et a dit qu'elle était passionnée de monétique. Et le terme monétique, on ne le voit pas partout. Et en fait, j'ai utilisé ce terme monétique, et à partir de pas mal de recherches quand même, mais grâce au terme monétique, j'ai pu remonter à son identité réelle, parce qu'en fait, j'ai trouvé un mot ou une façon de parler, ou d'être, ou de goût, etc., qui la catégorisait en tant qu'individu. Et donc avec ça, justement, vous pouvez, voilà, par exemple, les mots pour sauvegarde, si vous allez sur Shodan et vous faites des recherches, etc., si vous cherchez backup, save, sauvegarde, sauvegarder, à sauver, to save, vous aurez des résultats complètement différents, mais qui sont tous liés à la notion de backup et de sauvegarde, et ce ne sera pas les mêmes gens qui vont les utiliser. D'accord? On peut utiliser aussi les sciences sociales pour faire des profilages psychosociologiques. Ça m'est arrivé pas mal de fois, voilà. Ce qui permet, en fait, par exemple, quand il y a des appels d'offres ou quand il y a des gens qui... Vous allez leur parler,
En fait, vous savez exactement comment leur parler parce que vous êtes. Alors, ok, vous allez voir son profil Facebook, suivant ce qu'elle like, etc. Mais ça peut être aussi dans les réseaux sociaux dans lesquels elle est inscrite, les associations, les groupes, s'il y a des sociétés. Enfin, c'est tout un ensemble qui fait un profilage et qui fait qu'ensuite, vous savez, vous pouvez le parler à la personne sans l'avoir jamais vue, mais en fait, vous la connaissez beaucoup. D'accord? Donc, par exemple, voilà, vous prenez 2 pages Facebook random, ce que je dis, voilà, et vous comparez ce qui distingue un fan de Booba. Je sais pas si Booba est connu au Canada, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Et un fan de Mozart, bah, ces personnes-là vont liker des choses complètement distinctes, et on va retrouver justement ces groupes sociaux, et vous saurez mieux comment anticiper ces personnes-là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je finis sans transition, mais euh, pas de questions. J'ai, je suis allé trop vite. Je sais pas quelle heure il est. T'as 20 minutes. J'ai 20 minutes? Il y a 20 minutes de questions. Je peux revenir sur des choses, s'il y a des choses que vous voulez sur lesquelles je revienne, ou des sujets, ou des choses qui n'étaient pas claires aussi. Est-ce qu'il existe des contre-mesures Des contre-mesures pour se protéger de... de ce genre de recherche? Ben après, en fait, c'est ce que je disais, c'est que plus tu connais les stratégies utilisées par les sciences sociales, plus tu peux jouer des rôles. Parce que tu sais, par exemple, comment va se comporter, je sais pas, quelqu'un qui est fan de foot. Ben, en fait, tu peux te créer un faux profil de fan de foot parfait, et donc jouer avec ça et faire que tout le monde se dira, bah lui, c'est un fan de foot, il y a aucun doute, quoi. Donc oui, en fait, il y a moyen, en jouant avec, en maîtrisant ces règles sociales, de pouvoir rebondir avec. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, par exemple, des fois, il y a des opérations policières qu'on appelle ici Mr. Big, par exemple. C'est des agents doubles qui rentrent dans des organisations criminelles Hmm. pour essayer de trouver des preuves compromettantes. Je voulais savoir si ils utilisent comme ce que vous parliez un peu là, de caractéristiques de groupe psychosocial, puis si vous aviez des exemples, par exemple. Alors, j'ai pas d'exemple entre l'infiltration policière et les groupes sociaux, la sociologie en général, mais j'imagine que avant d'infiltrer un groupe lié à Al-Qaïda ou de criminels mexicains ou je sais pas qui, quoi, enfin, voilà, il faut se renseigner un minimum sur la culture, sur les connaissances, sur leur façon d'être. J'imagine qu'il y a peut-être des anthropologues ou des sociologues qui doivent collaborer pour pouvoir aider ces gens-là à mieux s'infiltrer, et si c'est pas fait, bah, ça devrait être le cas parce que voilà. Mais j'ai pas d'exemple particulier là-dessus. Non. Merci.